présentation de ma vie, je crois. Donc, Voilà. Alors, il faut savoir que les participants, s'ils ne veulent pas donc être enregistrés, il faut qu'ils coupent leur caméra. On est bien d'accord, hein, parce qu'après, on leur a prévenu. Tout à Voilà. fait. Et pour ceux qui ont besoin, je remets ici le lien de la salle 1. Je le remets dans le chat. Bon, mais je pense qu'on a tout dit. Maintenant, vous pouvez nous poser des questions sur Converser si quelque chose, si vous avez besoin. Nous avons aussi Valérie Verdier qui est présente et qui va, parce que vos questions sont importantes, hein, vous pouvez les écrire, ça nous permettra de pouvoir le professeur Philippe pourra répondre à davantage de questions. Et si les questions sont identiques, Valérie Verdier va pouvoir réunir les questions et les synthétiser un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions. Et ainsi, on pourra aussi donc poser votre question directement et ensuite, vous pourrez réagir également. Voilà. Je clique là sur là, le rouge. Voilà, je vais donc on va pouvoir commencer. Nicole, si vous voulez présenter votre session. oui, merci beaucoup Françoise et encore merci pour l'honneur que vous m'avez fait tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si on voit Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, bonjour à tous. Comme je le disais, ce seront les 2 dernières présentations de ma vie puisque je suis à la retraite depuis quelques semaines. Et je suis très contente de terminer avec Génération 22. Alors, je vous prie de m'excuser car j'ai des petits problèmes de voix en ce moment. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'ai accepté de faire ces 2 interventions, l'une à la place de Tiffany Buza, sur des sujets qui sont extrêmement difficiles. Et je voudrais d'emblée, alors là, j'ai un petit problème, 2 secondes, c'est que j'ai la dernière diapositive, on va se mettre sur la première. Donc, je voudrais d'emblée m'excuser auprès des personnes qui vont m'écouter en espérant que certaines choses ne vont pas les heurter. Car je pense qu'il faut envisager absolument tous les aspects de la microdélétion 22. Comme vous le savez, c'est vraiment une pathologie extrêmement variable. Dans un certain nombre de cas, le diagnostic n'est fait qu'à l'âge adulte. Après la naissance d'un enfant qui a un problème plus sévère avec une maman ou un papa qui jusque-là n'ont eu aucun problème. Et parfois, c'est beaucoup plus sévère avec nécessité d'un suivi médical prolongé. Donc là, je vais essayer d'être un peu rapide pour laisser le temps à des questions. Et donc, on va commencer. Donc, il n'y a pas que le côté médical dans la transition des soins. En effet, le passage de la surveillance d'un enfant à la surveillance médicale d'un adulte, ça se fait au moment de l'adolescence. Et en fait, ce passage de l'enfance à l'état adulte, c'est en fait l'acquisition de l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? Alors, globalement, il y a 3 types d'autonomie. Il y a l'autonomie matérielle, c'est vivre seul, avoir un logement, un travail, gérer son budget. Il y a l'autonomie affective, c'est-à-dire ne plus être dépendant de son foyer, de ses parents, se faire de nouvelles relations. Et enfin, il y a l'autonomie médicale, c'est être l'interlocuteur des équipes médicales et un véritable acteur de son parcours de soins. Alors, tout un chacun fait ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans la microdélétion 22, il y a une possibilité de passage à l'autonomie, mais il existe quand même un certain nombre de freins à cette autonomie.
frein à cette autonomie, c'est souvent une difficulté de compréhension dans les démarches administratives. Parce qu'être autonome à l'âge adulte, c'est un petit peu difficile, c'est se heurter à beaucoup d'obstacles. Souvent, il peut y avoir des difficultés à gérer un budget, une fatigue, une sensibilité au stress et toutes ces démarches administratives, cette pression quotidienne sont génératrices de stress. Et en fait, toutes ces conditions font qu'il y a une anxiété qui, en fait, empêche souvent la mise en place d'une vie vraiment autonome. Alors, il est vrai que la plupart des familles qui sont, ou des personnes qui sont des jeunes adultes avec une génération, avec une délétion 22, savent que il faut essayer d'adapter un peu sa vie pour acquérir cette autonomie. C'est plus que pour des personnes qui n'ont pas la microdélétion 22, c'est la mise en place d'une assistante. Elle peut être d'une assistance, elle peut être familiale, elle peut être aussi extérieure. Ce sont des conseils dans la gestion du budget. C'est essayer de structurer la routine, c'est-à-dire vraiment rappeler ce qu'il faut faire, mettre un petit peu des post-it partout, faire des véritables agendas prévisionnels. Enfin, très souvent, nécessité d'une supervision des comptes bancaires, voire de temps en temps une curatelle, c'est-à-dire donc la gestion des aspects financiers par un tiers qui peut être un parent ou quelque chose d'autre. Alors, donc, c'est vrai que à côté de ces freins à l'autonomie, je pense qu'il y a autre chose aussi dans ce passage de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte. C'est la vulnérabilité des personnes qui ont une microdélétion 22. Alors là encore, ceci ne s'applique peut-être pas à tout le monde parce que certains adultes sont parfaitement capables de gérer leur vie matérielle et affective. Mais très souvent, on peut avoir certaines difficultés de socialisation, des difficultés de compréhension et qui sont vraiment totalement indépendantes de la présence ou non. Certaines personnes peuvent avoir une petite déficience intellectuelle, mais la plupart n'ont pas vraiment de déficience intellectuelle. Mais il y a certaines difficultés de compréhension, une difficulté à juger les personnes, à juger les situations. Très souvent, comme c'est fréquent aussi à l'adolescence, mais probablement encore plus dans une microdélétion 22, une mauvaise estime de soi. Et il est vrai que tous ces facteurs de vulnérabilité font que, encore plus que d'autres adolescents, d'autres jeunes adultes, les personnes avec une microdélétion 22 ont un risque de développer des relations amicales ou affectives de nature abusive, avec parfois des abus financiers, parfois même des abus sexuels et une possibilité de harcèlement. Alors, je crois qu'il est très, très important de considérer tous ces facteurs et d'essayer de les prendre en charge, d'essayer de les prendre en charge avant même l'autonomie. Et à mon avis, dans l'idéal, il faudrait que chaque personne entrant dans l'adolescence avec une microdélétion 22 ait une prise en charge. Alors, soit une prise en charge par un psychologue qui connaît bien la microdélétion 22Q1.2 et dans l'idéal qui peut être formé aux techniques de thérapie cognitive et comportementale, qui va développer l'estime de soi. Bon, il est certain que les psychologues des centres de référence sont trop peu nombreux pour prendre en charge tous ces adolescents. Et j'ai été très intéressée d'apprendre qu'il y avait un développement de groupes de parole, car je pense qu'ils peuvent être extrêmement importants dans cette période critique de la vie.
Et enfin, comme un certain nombre d'entre vous le savent probablement, la filière de soins Andirard a mis en place un programme d'éducation thérapeutique dans la microdélétion 22 qui inclut donc tout ce qui s'adresse principalement à ces adolescents, à ces jeunes adultes. Donc, ceci mis en place, qu'est-ce que le suivi médical d'un adulte avec une microdélétion 22? Alors, il est très difficile de donner une trame globale car, comme je le répéterai, on ne le répétera jamais assez, il y a une très grande variabilité d'expression avec des personnes qui n'ont absolument aucun signe et des personnes qui peuvent avoir des problèmes médicaux très sévères. Alors, il y a deux situations. Il y a les formes qui ont été diagnostiquées dans l'enfance. Et là, il faut assurer la continuité des soins, c'est-à-dire passer d'un suivi pédiatrique à un suivi adulte. Et après, il y a les formes de diagnostic tardif à l'âge adulte. Un certain nombre, il y en a peut-être ici qui m'écoutent, de personnes dont le diagnostic a été fait à l'âge adulte. Et là, en général, ce sont des personnes qui n'ont aucun problème médical. Et il est extrêmement difficile de leur faire comprendre qu'il faut mettre en place une surveillance alors qu'elles se sentent parfaitement en bonne santé. Alors, on va surtout s'attacher au problème de la transition des soins, c'est-à-dire donc des personnes avec une microdélétion 22 qui sont suivies depuis l'enfance, donc dans un domaine pédiatrique, et qui passent donc à un suivi adulte. Alors, c'est vraiment un très grand enjeu dans les maladies chroniques et ce que l'on appelle la transition enfant-adulte est vraiment à l'heure actuelle une priorité dans tous les centres de référence, quelles que soient les maladies et dans toutes les maladies chroniques et les filières de soins de maladies rares. Pourquoi? Parce que cette transition, elle est assez difficile. Alors, d'abord, dans la microdélétion 22, elle est difficile parce qu'il y a une grande variabilité clinique. Tout le monde n'aura pas besoin de la même surveillance. Mais globalement, en général, à l'adolescence, les personnes qui ont eu un suivi médical depuis l'enfance ont très souvent une volonté de rupture avec le monde médical et en ont un peu assez de voir des médecins. D'autre part, c'est le passage d'un univers pédiatrique avec des médecins qu'on connaît bien, qui vous tutoient, des visites auxquelles on va avec ses parents. Et là, on va passer à l'univers des soins adultes. Donc, c'est toujours très difficile, quelle que soit la maladie, que ce soit un diabète, que ce soit des maladies de l'hémoglobine. Alors, dans la microdélétion 22, je dirais que c'est encore un petit peu plus difficile, car en fait, cette transition ne peut pas être faite comme ça, en passant de l'univers pédiatrique à l'univers adulte. En effet, il faut absolument adapter les suivis avec des spécialistes adultes qui ne sont pas n'importe quel spécialiste, quelle que soit sa compétence, mais des spécialistes qui d'abord connaissent la maladie. Il faut un endocrinologue qui connaît la microdélétion. Il faut un neurologue qui connaisse la microdélétion. Il faut aussi des spécialistes qui savent prendre leur temps, qui savent adapter leur discours. Et enfin, ça me paraît aussi important, trouver des spécialistes qui acceptent la présence des tiers. C'est-à-dire qu'en général, dans une consultation adulte, il y a une personne qui vient, alors elle peut avoir une personne de confiance avec elle, mais sinon, elle s'adresse. Et les médecins ne supportent pas qu'un tiers prenne la parole. Et en général, un adulte doit répondre à son médecin et est responsable de lui. Et il faut donc avoir des médecins qui comprennent bien que de temps en temps, un adolescent, enfin un jeune adulte avec une microdélétion 22 aura peut-être besoin de venir soit avec un parent, soit avec une personne pour l'aider en consultation et pour l'aider parfois dans des décisions médicales. Alors, donc, assez rapidement, on va passer sur les complications médicales possibles à l'âge adulte et donc la nécessité du suivi. Alors là, je passerai très rapidement
Sur les manifestations neuropsychiatriques, bon, c'est le grand enjeu de la microdélétion 22. L'adolescence, c'est le début de l'âge adulte, c'est l'âge critique. Et donc, en fait, on lit partout qu'il faut être attentif au changement de comportement. Donc là, de toute façon, je sais que Maud Schneider et Stéphane Aliès vont en parler cet après-midi. Simplement, j'ai juste voulu vous mettre une diapositive qui est extraite d'un article du consortium international, mais sous la direction d'Anne Bassett, sur les signes qui doivent être surveillés. Et en fait, bon, c'est en anglais, c'est difficile, mais vous voyez qu'il faut être attentif à une anxiété, une augmentation de l'anxiété, une irritabilité, des pleurs, une apathie, des changements d'humeur. Et en fait, je pense que c'est extrêmement difficile, surtout à la période de l'adolescence, de détecter ces signes. Et donc, je pense que c'est très important que Stéphane et Maud abordent ce sujet cet après-midi. Alors, sinon, les complications médicales, en premier chef, il y a les complications endocriniennes. L'hypocalcémie, jusqu'à une époque récente, on lisait partout que l'hypocalcémie, c'était à la naissance. Et en fait, l'hypocalcémie, elle peut se révéler à tout âge. Elle peut même révéler la maladie à l'âge adulte. Alors, les signes, ça peut être des convulsions, des crises de tétanie, mais ça peut être aussi une fatigue, une irritabilité, des crampes. Si c'est négligé, ça peut être grave parce qu'il y a un risque d'arythmie cardiaque. Et lorsqu'il y a une hypocalcémie, il faut qu'elle soit prise en charge par un endocrinologue. Donc, il faut absolument surveiller cet équilibre phosphocalcique et on recommande, alors dans certaines recommandations, c'est tous les ans, moi je dirais plutôt tous les 2 ans, il faut faire un dosage du calcium ionisé, de la parathormone et de la vitamine D. Et ne pas oublier qu'il faut une prévention par la vitamine D pour tous les adultes atteints de microdélétion 22 à l'entrée de l'adolescence, comme on le fait, à l'entrée de l'automne plutôt, comme on le fait pour tous les enfants. Et je remarque qu'il y a quand même une compliance qui est très faible parmi les adultes et que la plupart des adultes à l'heure actuelle ne sont pas vraiment surveillés sur le plan du calcium. Je voudrais quand même insister sur la nécessité de cette surveillance à long terme. Sur le plan endocrinien aussi, c'est une pathologie thyroïdienne. L'hypothyroïdie est fréquente à partir de l'âge de 30-35 ans. Elle concerne à peu près 25%, un quart des patients. Il faut la traiter. Et donc, là aussi, il faut faire un bilan thyroïdien. Alors, les recommandations internationales, c'est tous les ans. Moi, j'ai mis tous les 2 ans. Et enfin, bon, il y a une tendance au surpoids. À mon avis, elle est plus importante dans le continent nord-américain qu'ici, mais il faut surveiller donc l'indice de masse corporelle et essayer de prévenir le surpoids. Deuxième point, c'est les problèmes immunitaires. Alors, les problèmes immunitaires, ils sont très classiques dans la microdélétion 22, mais il faut savoir qu'ils sont quand même relativement rarement très sévères. Le vrai déficit immunitaire est rare, mais par contre, il peut y avoir une mauvaise réponse aux vaccinations. Et il faut donc, si ça n'a pas été fait, il faut contrôler l'immunité vaccinale, c'est-à-dire vérifier que les vaccinations ont bien été suivies de la production d'anticorps, c'est important. Alors, il y a aussi un risque accru de ce qu'on appelle les affections auto-immunes, c'est-à-dire donc la production d'anticorps un petit peu contre les cellules de l'individu. Alors, ça peut donner ce qu'on appelle une arthrite chronique, ce sont des problèmes articulaires. Et il peut y avoir aussi des anomalies de la numération sanguine. Alors, on décrit aussi ce qu'on appelle un purpura thrombopénique idiopathique, c'est-à-dire un problème de plaquettes. Mais là aussi, il faut se méfier parce que le taux de plaquettes est souvent très bas, enfin bas dans la microdélétion 22, sans conséquences
pathologique. Et il faut de toute façon, dès qu'il y a un problème comme cela, nécessiter d'un avis spécialisé par un spécialiste qui connaît la microdélétion 22 et qui donc ne portera pas un diagnostic d'une maladie, alors que c'est simplement un signe biologique. Les problèmes cardiaques, évidemment. Alors là, je me permettrai de dire que toutes les personnes ayant eu une cardiopathie congénitale doivent bénéficier à long terme d'un suivi par un cardiologue spécialisé dans la prise en charge des cardiopathies congénitales et non pas par un cardiologue qui peut être très bon, mais qui est un cardiologue d'adultes. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, un certain nombre de cardiopédiatres ont étendu leur domaine à la surveillance des adultes et un certain nombre de cardiologues adultes se sont formés à la surveillance des cardiopathies congénitales, mais cela paraît extrêmement important. Alors, très rapidement, après, bon, les signes peuvent être très variables d'un individu à l'autre, il faut un suivi adapté à chaque individu. Alors, j'ai juste mis une phrase parce que vous serez certainement amenés à lire quelque chose là-dessus. Ce sont les complications neurologiques et on décrit une fréquence plus importante de syndrome de Parkinson, de syndrome parkinsonien, qui surviennent plutôt chez les personnes atteintes de microdélétion 22, mais il faut savoir quand même que ça reste rare et que par contre, dès qu'il y a un problème de signes neurologiques qui paraissent inhabituels, là aussi, il faut que ça soit pris en charge par un neurologue qui connaisse la microdélétion. Donc, là, rapidement, parce que ça sera le sujet de la prochaine intervention, la surveillance à l'âge adulte, c'est aussi c'est la vie sexuelle, c'est la reproduction. Donc, il faut absolument une éducation et une information à la sexualité sur la contraception, sur les maladies sexuellement transmissibles. Alors, c'est relativement facile chez la fille parce qu'il faut une consultation systématique chez un gynécologue, comme pour n'importe quelle femme, mais le problème, c'est que c'est très souvent négligé chez le garçon. Et enfin, nous aborderons après aussi la question importante du conseil génétique qui fait partie de la prise en charge médicale des adultes et enfin la surveillance des grossesses, mais qu'on verra dans la présentation suivante. Donc, en résumé, la surveillance médicale d'une microdélétion 22 à l'âge adulte, il y a une très grande variabilité clinique. Donc, c'est difficile de la standardiser. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut une surveillance médicale régulière. Alors, elle peut être standardisée, par exemple, pour la surveillance endocrinologique, mais il faut aussi qu'elle soit adaptée aux besoins de chacun. Alors, qui peut effectuer cette surveillance? Alors, il est certain qu'un médecin traitant peut prescrire un dosage de la calcémie et des hormones thyroïdiennes. Mais j'insisterai sur le fait que cette surveillance, elle doit être faite à la fois par un médecin traitant et à la fois par un centre de référence maladies rares. Alors, pourquoi un centre de référence maladies rares? Parce que d'abord, ça permet de maintenir la même équipe, parce que les personnes qui sont dans un centre, les médecins d'un centre de maladies rares en général suivent à la fois les enfants et les adultes. Il peut assurer le suivi de routine et surtout parce que le CRMR il possède un réseau de correspondants spécialistes qui connaissent la microdélétion 22, qui sont habitués à voir des adultes qui présentent des syndromes rares. Et donc, le centre de référence peut adresser les personnes avec des complications particulières à ces spécialistes. Et il est très difficile, en fait, de temps en temps, on voit arriver des adultes qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, depuis 15 ans, et il est très difficile de les orienter quand il n'y a pas eu un suivi continu. Voilà, donc c'est un petit peu quelques réflexions sur ce suivi à l'âge adulte et je pense que nous avons quelques minutes pour quelques questions et sinon je pense qu'il y a un espace de questions en fin de matinée. Oui, donc Valérie je ne sais pas si elle m'entend. Oui, ça y est, j'ai réactivé mon micro normalement. Valérie, peut-être que tu peux lancer les questions Oui, alors j'ai 3 fois la question suivante. Est-il possible d'avoir le PowerPoint? Oui, on va lire tout ce que vous avez écrit petit à petit, si ça ne vous dérange pas.
Pardon, juste Nicole, je te propose juste d'arrêter le partage d'écran, comme ça on voit les Oui, gens. alors comment je fais? Je vais enlever ça, où je suis. Voilà, c'est bon. Voilà, ok. Le partage d'écran, c'est arrêté, c'est bon. Voilà. Oui. Donc, en fait, pour dire à tout le monde, on a toutes vos questions, donc on va les reprendre et c'est Valérie qui va nous les lire. Et après, si vous voulez intervenir, après la lecture de la question et la réponse surtout. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les relire parce qu'il y en a certaines qui se recoupent. Donc, j'ai notamment 3 fois, est-il possible d'avoir le PowerPoint? Mon PowerPoint, oui, il n'y a aucun problème. Ensuite, la difficulté pour trouver des médecins spécialisés, endocrinologie, gynécologue et psychiatrie. Enfin, vous avez plus ou moins répondu à la question en parlant des centres de référence. Oui, alors, à l'heure actuelle, je pense que c'est vrai que cette question de la transition enfant-adulte, c'est vraiment l'enjeu des centres de référence et des filières de soins actuels, hein, le dernier plan maladies rares. Donc, je pense que les centres de référence essayent de réunir un certain nombre de spécialistes adultes qui sont susceptibles de prendre en charge ces maladies rares. Et c'est vrai que, par exemple, les endocrinologues, je pense que dans chaque ville, c'est relativement facile de trouver quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la microdélétion 22. Et quant aux psychiatres, c'est quelque chose de tout à fait indispensable. Et là, il faut vraiment, c'est pas très facile, mais je pense que le partenariat avec les centres de référence des maladies psychiatriques rares, je sais que Caroline Denely va intervenir aussi, a quand même grandement facilité les choses pour la prise en charge des adultes avec une microdélétion 22. J'ai une question à vous poser. Allez-y. Oui. J'ai la maladie d'Hashimoto et physiquement, je me sens fatiguée, j'ai les courbatures. Et là, je suis sur curatelle renforcée par rapport à mon ex. Il m'a envoyé 10 000 € sur mon compte et donc du coup, je suis sur curatelle renforcée par rapport à l'influence et tout ça. Donc là, je suis suivie à Marseille avec le docteur Anne Barrier pour l'endocrinologue. J'ai la maladie auto-immune de Hashimoto, donc je me sens très fatiguée et voilà quoi. Et oui, mais ça, c'est bien parce que, bon, Anne Barlier, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui est en relation avec un centre de référence. Et c'est vrai que ces complications, la thyroïdite de Hashimoto, c'est une complication endocrinologique qui doit être prise en charge. Et là, il faut, bon, je pense qu'il faut le retirer. Mais je n'arrive pas à tout gérer, quoi. Bah oui. Là, bon, je pense que c'est justement un gros problème dans la microdélétion 22, cette fatigue comme ça. Et il faut en reparler aux gens qui assurent le suivi parce que là, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Psychiatrique, en fait, par rapport à l'anxiété et tout ça. Donc, là, ça va mieux, mais… c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire à la fois le suivi psychologique, psychiatrique et puis le suivi médical. Il y a une infirmière qui passe le matin et le soir pour les traitements neuroleptiques, justement. C'est bien. Ça veut dire que c'est une organisation qui est bien mise en place. On va passer à une autre question, malheureusement, parce qu'on ne peut pas vous laisser prendre la parole uniquement vous. Mais de toute façon, vous pouvez toujours nous poser vos questions et on peut toujours les transmettre aux spécialistes. Voilà, il y avait une question, je crois, Valérie, sur les centres de référence. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend parler de centres de référence, mais malheureusement, même en parlant beaucoup, on a du mal à cerner ce que c'est un centre de référence et où trouver l'information. Effectivement. C'était Anne-Isabelle. À Paris, quel est le centre de référence des maladies rares pour adultes? Je pense qu'il faudrait que l'on rappelle où est-ce qu'on trouve les coordonnées des centres de référence.
À mon avis, les coordonnées des centres de référence, on peut les trouver sur la filière Andirard. Alors là, c'est bien, peut-être, il faudrait que, peut-être que, ça c'est AN2DI-RARES, et donc c'est la filière qui réunit tous les centres de référence anomalies du développement. Donc à Paris, il y a plusieurs sites de centres de référence. Il y a, alors souvent, c'est dans les hôpitaux pédiatriques, mais les centres de référence, de toute façon, ils assurent aussi la continuité avec les adultes. Et j'ai vu passer un petit mot en disant, ah, Angers, c'est le généticien qui gère. Et c'est vrai qu'en général, souvent, c'est le généticien et qui assure la liaison avec le réseau de correspondants maladies rares de la ville. Et donc, les coordonnées des centres de référence, je pense que peut-être que Génération 22 peut peut-être refaire une diffusion des coordonnées, du site d'Andirard pour que les gens puissent trouver les coordonnées de leur centre de référence. Oui, bien sûr. On rappelle toujours dans les journaux, donc Andirard, mais si vous allez sur le site internet, vous allez aussi trouver des informations sur les filières. En tout cas, Génération 22 peut toujours se mettre en contact direct avec ses centres de référence. On peut envoyer un mail de la part d'une famille pour trouver le nom de quelqu'un et ensuite mettre cette famille en rapport avec ce spécialiste. Donc, c'est vrai qu'on essaie de débrouiller des situations lorsque les personnes n'arrivent pas à trouver l'information qu'ils recherchent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De questions spécifiques. Alors, de Frédéric Declerc, il faudrait des rendez-vous à des heures pour les adultes travailleurs. Là, alors justement, il faut voir. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit… le problème, c'est que les centres de référence ont pris une telle ampleur et malheureusement, les dotations n'ont pas été augmentées, le personnel non plus. Et en général, le nombre de patients a été multiplié par 4 ou 5 en une dizaine d'années. Et c'est vrai que, bon, ça, je pense qu'il faut il faut le faire remonter au niveau des centres de référence, essayer de voir. Nous, je sais que par exemple, pour les consultations psychologiques, il n'y a aucun problème. Elles peuvent être faites à 19 h, ce n'est pas un problème. Alors autrement, il y avait aussi, vous avez parlé de vitamine D. Donc alors il y a Corinne qui dit, pour la vitamine D, en poule tous les 3 mois selon notre endocrino, même sans souci de calcium. C'est vrai qu'on reparle beaucoup de vitamine D en ce moment. Et je sais aussi que pour ma fille, bon, parce qu'il y avait à un moment donné des soucis de calcium, effectivement, la vitamine D, autant enfant, c'était une ampoule, autant à l'âge adulte, ça paraît être un peu plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicole. Il y a une deuxième question. C'est vrai que les endocrinologues sont beaucoup… Les endocrinologues sont beaucoup plus… prescrivent beaucoup plus de vitamine D, ils disent qu'on n'en prend pas assez et que, bon, là, ça dépend un peu de… en général, c'est 1 à 2 ampoules par an. Bon, ça peut être une ampoule tous les 3 mois, peut-être pour quelqu'un qui a eu des soucis de calcium. Après, c'est quelque chose de spécialisé. C'est le spécialiste, effectivement, qui a la possibilité de prescrire, enfin, de donner… C'est vrai, après, c'est… Nous, en général, quand quelqu'un n'a pas besoin d'aller chez l'endocrinologue, on donne 2 ampoules par an. Bon, après, il peut y avoir des gens qui donnent… Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir faire le bilan de temps en temps. D'accord. Valérie, tu vois quelque chose d'autre? Moi, je voyais… Non, il y avait une deuxième question sur la vitamine D, mais c'est pareil. Il faudrait des spécialistes gynéco, autres spécialisés par ville. Oui, c'est ce que j'ai essayé de synthétiser au départ en renvoyant sur les centres de référence. Oui. Parce qu'il y a plusieurs questions. Plusieurs personnes demandaient où trouver un spécialiste pour telle et telle discipline. C'est vrai que le gynécologue, est-ce que c'est un spécialiste auquel on pense rapidement? Souvent, l'âge en fait de la personne adulte, l'âge mental est plus jeune en fait. Hein. On a quand même des enfants qui ont une maturité plus tardive. Donc, en fait, on peut ne pas penser assez tôt à aller voir un gynécologue. Mais ça, je pense que vous pouvez en parler dans la prochaine session. Oui, ça on le verra un peu.
C'est le sujet de… Voilà. Et parce que j'ai vu, il y avait aussi une question sur le conseil génétique. Bon, ça sera c'est Ok. le sujet de la prochaine Vous intervention. voulez faire une petite pause de 2 ou 3 minutes avant de reprendre Moi, ça m'est égal. On vous voulez. peut reprendre tout de suite si vous voulez. Comme ça laissera plus de temps pour les questions s'il y en a après. Si vous voulez. Alors, on passe à la partie suivante. Enfin, si, à moins que le Non. public n'ait envie de soutenir. Non, c'était une… Non, moi, Moi, je vais juste… ça va, j'arrive à parler, j'avais très peur. J'arrête l'enregistrement, puis j'en restarte un nouveau, comme ça, ça fera des fichiers séparés, Françoise. Ah, super. Oui, bonne idée. Bonne idée. Oui.